les recommandations sont, je ne sais pas si vous les avez lues, hein, mais en tout cas, je peux vous dire que ces recommandations nous servent aujourd'hui d'outils de travail pour justement mesurer l'efficacité, l'efficience et la transparence des professionnels et des établissements dans le secteur. Donc, merci de me répondre à cette question. Je vais vous demander si vous projetez de vivre personnellement. Moi, je ne projette pas de vivre, j'essaie de vivre et ça me suffit largement. Donc pourquoi demanderait-on à des gens d'avoir des projets de vie s'ils n'ont pas envie d'en avoir? Première chose. Deuxièmement, j'entends très bien que certaines institutions font leur bénéfice du projet de vie. C'est pas ça que je discute. Je discute la question du projet de vie. Ça m'a été dit par une américaine il n'y a pas longtemps. Pourquoi est-ce qu'on pose uniquement la question du projet de vie aux gens qui ne vont pas bien et qu'on n'en pose pas aux gens qui vont bien? Première question. Moi, je ne projette pas de vivre, j'essaie de vivre tous les jours et je trouve que c'est déjà bien compliqué. La deuxième chose, pourquoi faudrait-il que la personne, parce qu'elle rentre en... On sait que le projet de vie des gens, quand on leur demande aujourd'hui, c'est de rester chez eux. C'est des choses qu'on sait depuis les années 60. Globalement, les gens répondent qu'ils veulent rester chez eux. Comme projet de vie, ça me paraît un bon projet. Je vais être accompagné à domicile. Pourquoi les politiques publiques depuis 1960, c'est la Cour des comptes 2005, je vous renvoie à la Cour des comptes, pourquoi les politiques n'ont-elles jamais appliqué depuis 50 ans ce qu'elles ont dit qu'elles faisaient? Première question. Mais oui. C'est là, non, je suis désolé, je ne dis pas quelque chose qui est faux, je cite la Cour des comptes de 2005 qui dit, lisez la Cour des comptes, je pourrais vous donner la page. Mais monsieur, je ne parle pas des établissements, je ne vous mets pas en cause, je mets en cause les politiques publiques. Je mets en cause les politiques publiques. Les recommandations de l'ANESM, que je connais bien, et dans mon service, on était normé NFX 50-056. Les recommandations de l'ANESM, je demande simplement qu'on ait les moyens de les mettre en application. Il me semble que vos petits camarades d'EHPAD et les camarades du domicile nous disent qu'on n'a pas le personnel suffisant, compétent, suffisamment payé. Donc moi, toute la recommandation du monde, quand est-ce qu'on a les conditions concrètes de les appliquer? C'est tout. Une question d'abord à M. Ennuyé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait mieux utiliser l'expression soutien à domicile plutôt que l'expression maintien à domicile, tant il est vrai que certaines personnes sont maintenues à domicile par maltraitance financière? Une question à Mme Hénard. Est-ce que vous ne pensez pas que les besoins que vous avez exprimés, vous avez semblé faire contraste entre les aspirations opposées aux besoins? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut réfléchir les gens sur le fait que les aspirations font partie des besoins fondamentaux? On les appelle besoins sociaux, intellectuels ou spirituels. Dernière chose pour M. Koskas, ne pensez-vous pas que la principale difficulté, je m'excuse mais je travaille là-dedans depuis tant de temps, la principale difficulté pour arriver à voir si c'est de la maltraitance ou si c'est du don d'amour, ça ne réside pas dans le fait que l'argent, c'est pas seulement un moyen d'échange, c'est aussi un signe de pouvoir et parfois un signe d'affection. Merci. Maintenir, quand dans le dictionnaire français, ça veut dire conserver les gens dans leur place. C'est l'expression utilisée par le rapport Larocque. Les gens souhaitent conserver leur place, notamment d'acteurs sociaux et de citoyens. Que le maintien à domicile, le souhait des gens de conserver leur place demande du soutien à domicile, on est parfaitement d'accord. N'opposons pas les deux termes, ils sont complémentaires. Les gens veulent être maintenus, ça veut dire garder leur place, avec toutes les questions que ça pose, c'est leur choix. Et nous devons pour ça les soutenir et pas seulement les familles. Donc nous n'opposons pas les termes, ils sont complémentaires. Moi, je ne vais pas faire une polémique sémantique sur besoin d'inspiration. Simplement, ce que je voudrais dire, et l'intervention avant me fait penser qu'il fallait qu'on le dise, c'est que en tant que professionnel, on a quand même tous tendance à s'arroger le droit de savoir ce qui est bon pour les autres. Il l'a déjà dit, mais moi je le dis au moins aussi fort que lui. Et qu'en fait, on veut tellement faire entrer tout ce qu'on élabore dans des catégories, dans des... Oui, les besoins fondamentaux, bah, ça, tout le monde sait ça, d'accord. C'est quelquefois une façon d'y voir un peu plus clair dans le foisonnement de la réalité. Hein, ça, je viens de croire, tout le monde fait pareil. Et puis en plus, quand on travaille à l'université, on est presque obligé, donc on est même sûrement obligé. Donc on le fait. Mais en fait, moi, ce que je pose, c'est la notion de besoin qui est construite, qui est normée, qui va faire l'objet de beaucoup de communication, de beaucoup d'écrits, etc., et qui en fait amène à banaliser, enfin à mettre tout le monde un petit peu sur le même plan, hein, c'est-à-dire qu'on va dire tout ce humain a besoin de ci et de ça,
alors qu'en fait, le seul qui sait exactement ce à quoi il aspire, c'est la personne. Et c'est vrai que ça m'a fait penser, j'y ai repensé quand on a parlé du projet de vie tout à l'heure, et moi je partage bien cette idée que souvent c'est une construction extrêmement professionnalisante, professionnalisée, et qu'en fait, quand vous faites l'essai, vous pouvez faire l'essai, tout le monde peut le faire, vous interrogez une personne dite âgée, voilà. Ouais, c'est bien. Et en plus, une personne qui vit en institution, et vous lui demandez ce projet de vie, elle dit, bah, pourquoi c'est quoi ça? Personne n'a un projet de vie. Il n'y en a pas, mais moi non plus. Enfin, on vit, quoi, c'est une histoire. Et donc, on fait ça parce que, alors, je vais vous dire, dans notre réseau de consultants, on a écrit un bouquin sur le projet de vie. Alors, mais c'était une façon aussi de dire, on n'entre pas en institution uniquement pour être protégé, hébergé, nourri, manger, etc. Mais il y a d'autres aspirations qui fait qu'il faut en effet travailler un peu sur des choses un petit peu plus nuancées. Mais Dieu merci, même dans notre réseau de consultants, on évolue et je pense qu'on n'écrirait pas ce bouquin maintenant parce que c'est vrai que toutes les fois qu'on donne, vous savez bien, toutes les fois qu'on met des mots sur quelque chose, qu'on va légiférer dessus, qu'on va écrire, qu'on va en parler, etc., eh ben on s'éloigne complètement de la réalité des personnes. Après, il faut y revenir un petit peu et trouver le bon équilibre. Et c'est pour ça que moi, je pense que le projet de vie, maintenant, ça me fait rire, franchement. Et besoin, ça me fait encore plus rire, sauf que des fois, ça me donne un peu envie de pleurer quand je vois comment on traite les gens et quels besoins on leur reconnaît. Oui, moi je serais de dire deux choses. Hein. La première, c'est qu'il existe sans doute des lieux catastrophiques, mais il existe aussi des bons lieux de vie. J'ai pu travailler avec certains directeurs, et c'est souvent lié à la personnalité du directeur et à sa capacité de j'insiste, ça existe. Le second, relatif à la question posée par la personne qui est à Alma, je crois. Je suis également fondateur, administrateur d'Alma Paris, et je sais ces différences, ces difficultés qu'il y a à faire le lien entre maltraitance et souffrance, parfois. Cette différence qui n'est pas évidente à prendre en compte lors du traitement des dossiers qui nous parviennent à Alma. Mais je vais un peu plus loin, vous parliez de pouvoir. Et c'est vrai que les personnes qui ont des moyens sont souvent très facilement des victimes. Mais elles sont victimes aussi parce qu'en elles-mêmes, elles ne souhaitent pas se dévictimiser à un moment donné, y compris en mettant à la porte du personnel de service devenu maltraitant ou d'autres personnels qui sont autour d'elle, parce qu'elle veut garder le pouvoir de patronne sur ces personnels. Et nous avons comme ça quelques centaines de situations qui nous sont remontées avec des questions qui nous paraissaient impossibles à traiter, dans la mesure où il fallait, de la part des enfants, refaire un peu le point sur tous ces personnels alentours, pas forcément au niveau et pas forcément avec de bonnes intentions, et où la personne a dit « pas question, je reste la patronne », avec ses problèmes, bien sûr. C'est pour ça que je vous rejoins quand vous dites ça. Mais ça nous a pas été facile de comprendre et de vivre avec ça. Voilà. Comment votre étude a été menée? Quel était l'échantillon? Est-ce que l'échantillon était représentatif? Et on cite souvent le chiffre de 850 000 aujourd'hui. 850 000 personnes placées sous protection judiciaire. Qu'est-ce que ça représente, cette maltraitance financière, par rapport à la population totale? Au niveau de la population européenne, l'étude a été menée sur 20% de la classe d'âge des plus de 65 ans. 20% de la classe d'âge. C'est déjà une réponse. Concernant la médiature, c'est autre chose. L'étude de la médiature concernait à revisiter la loi de 2007 pour savoir si elle était applicable et appliquée.
Donc là, nous avons reçu l'ensemble des administrations, l'ensemble des ministères, l'ensemble des syndicats représentatifs des différents professionnels, les structures telles que la NESM et autres qui ont à voir, et l'ensemble des caisses de retraite complémentaires avec leur département de recherche. Voilà un peu sur quoi l'étude a été faite, à partir d'un questionnaire qui a été validé. C'est qu'à la médiature, il y a environ 200 personnes qui fonctionnent. Maintenant, c'est devenu défenseur des droits, donc ça a pris une autre taille. Mais déjà 200, dont la plupart sont qualifiés en droit, sont juristes, sont chercheurs, et qui nous ont aidés, effectivement, puisque j'ai conduit l'équipe de Véronique Desjardins, qui est directrice d'hôpitaux de la PHP, de 4 hôpitaux, et de Jean-Pierre Médioni, lui-même directeur d'EHPAD, qui n'est pas privé, puisqu'on a voulu que le public et le privé soient représentés dans cette étude, pour faire ce travail sur Paris, mais aussi ce travail sur la Marne, puisque lui étant dans la Marne, nous avons pu un peu faire le comparatif aussi Paris-Province. La place Vendôme elle-même nous a dit qu'il fallait qu'elle téléphone à chacun de ses procureurs pour lui demander de nous faire remonter un chiffre. Aucun chiffre n'existe. Au niveau de l'Observatoire national de la délinquance, qui est dans une institution dont je suis proche, l'Institut des hautes études de sécurité et de justice, on nous a répondu qu'il n'y avait pas de statistiques parce qu'on ne menait plus d'enquête de victimation pour les plus de 75 ans. Comprenez-moi, comprenez ce que je vous dis, pour vous dire la difficulté. Par contre, ce que nous savons, c'est qu'au niveau d'Alma et d'Alma France, 25% environ des plaintes traitées le sont pour des raisons de maltraitance financière qui rejoignent aujourd'hui à la première place les maltraitances psychologiques. J'ai une question de chiffre peut-être. Est-ce qu'on connaît le nombre de mandats de protection future enregistrés? Si on ne le connaît pas, ce qui est probable, est-ce que, au niveau des termes, on ne pourrait pas imaginer, puisque c'est aussi une question d'image, que cette image de protection est très mal vécue par les gens? On a déjà du mal avec les projets, et les mesures de protection, ça fait fuir tout le monde, et chaque fois qu'on propose un mandat de protection future, les gens ont le sentiment qu'ils vont être mis sous protection. C'est à peu près logique, alors qu'en fait, la démarche n'est pas du tout la même. Bon, donc c'est au niveau du titre même de ce truc-là. D'autre part, est-ce qu'il serait possible une autre chose en matière de sauvegarde de justice? La sauvegarde de justice pour les sujets âgés n'est pas du tout adaptée. Je ne sais pas si elle est pour les jeunes, mais moi je suis gériatre, donc chaque fois que j'ai eu à le faire, ça a été un grand déménagement de procureurs, de gendarmes, une chose absolument catastrophique. Alors on a rencontré des procureurs pour essayer d'adoucir ça, mais je vous assure que c'est une démarche très violente et qui, que j'estime violente, peut-être que j'exagère en est-il possible d'envisager que pour les personnes plus âgées, plus vulnérables, il y ait notre système, notre recours ou une voie parallèle ou qui vous adapte? Ce que je peux vous répondre assez rapidement, c'est que, bon, en ce qui concerne le mandat de protection future, je ne sais absolument pas leur nombre, et je pense que personne ne le sait. Bon, d'autant qu'une partie étant sous seing privé, non enregistrée, elle échappe à toute comptabilisation. L'autre élément concerne ce dont vous parliez. Il est évident que quand a lieu la mesure de sauvegarde de justice? En général, lorsqu'il y a urgence, lorsque les choses sont graves, parce que sinon on prend le temps. Sinon, on prend le temps. Éventuellement, on prend la personne qui est menacée avec son accord et on la met en hébergement temporaire pour la mettre sous le feu des projecteurs et pour que les prédateurs alentours se disent « Tiens, le projecteur est sur elle, donc je vais m'en écarter ». C'est aussi une des mesures sur lesquelles nous avons travaillé. Néanmoins, vous avez raison de dire que toutes les mesures de protection ne sont pas bien vécues, déjà. Toutes. Que vous parliez de la nouvelle mesure d'accompagnement judiciaire, de type 1, de type 2, de la mesure d'accompagnement social, de type 1, de type 2, ces mesures d'accompagnement et de protection insupportent les aînés, d'autant qu'il leur reste toujours ce brin de lumière et de capacité
leur permettant de prendre conscience qu'à un moment donné, on vient les dessaisir de quelque chose qui est fondamental pour eux. Il est sûr qu'il y a du travail à conduire là. Et je crois que ce travail pourra être conduit en lien entre les médecins et les juges des tutelles qui le souhaitent. Je dis bien qui le souhaitent. Il y a du travail à faire ensemble. On peut améliorer. Et cette loi, il faut l'améliorer. Et donc, c'est vrai, c'est ce que je vous demande de faire, si vous le pouvez, de travailler ensemble. Parce que dans la façon dont le médecin remplit aussi son certificat, il peut être d'une violence remarquable, ne rien communiquer et dire à la famille, voilà, elle est démente, on n'y peut rien. Et on a eu là-dessus quelques milliers de témoignages.